TF1 20h avec Roger Giquel. Italie, un commando de brigade rouge attaque le siège de la démocratie chrétienne en plein cœur de Rome et tue un policier. Le gouvernement français et le comité olympique international d'accord, la tournée des Springboks doit être annulée. François Mitterrand, les responsables parlementaires de la majorité reçus à l'Élysée. Le président de la République a évoqué avec eux ses entretiens de Moscou. Les remous au RPR, il n'y a pas de complot, affirme Olivier Guichard, qui a réuni ce matin 26 députés du Rassemblement. Bonsoir. Au moment où les pays européens de la communauté sont engagés dans un débat parfois profond, parfois académique, sur leur avenir face à la crise, de l'énergie surtout, un débat qui concerne aussi l'avenir de la démocratie d'ailleurs, deux des pays du marché commun sont en période électorale nationale avant d'entamer une campagne pour les élections européennes le 10 juin. En Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui que l'on vote, nous en parlerons tout à l'heure, et en Italie, c'est aujourd'hui que s'ouvrait la campagne pour les élections anticipées, législatives, qui auront lieu le 3 juin. Et là, on se souvient tout à coup qu'il existe aussi une Europe de la violence. En effet, pour ce premier jour de la campagne électorale italienne, c'est un véritable commando de 8 à 10 personnes, des Brigades Rouges, qui a attaqué ce matin, en plein centre de Rome, le siège provincial du Parti de la démocratie chrétienne. Une véritable action de guerre, comme le disait bien d'ailleurs une inscription laissée sur place, sur les murs. Transformer la tromperie électorale en guerre de classe. Le commando a fait sauter plusieurs charges d'explosifs et avant de s'enfuir par les terrasses, il a tiré sur la première voiture de policiers qui s'est présentée. Un policier est mort et 2 autres ont été grièvement blessés. Inutile d'ajouter que cet attentat en plein jour, en plein centre de Rome, provoque une vive émotion en Italie. On en est pourtant habitué, hélas, aux attentats politiques. Claude Brovelli. Plus encore que l'émotion, c'est l'angoisse qui a repris les Italiens après ce terrifiant coup de main en plein jour et au cœur de Rome. Une peur retrouvée pour la première fois depuis l'affaire Aldo Moro, il y a juste 1 an. Un coup très grave qui, en quelques secondes ce matin, a réussi à déstabiliser l'Italie, à peine engagée dans la campagne électorale. C'est ce que voulait le commando des Brigades Rouges. À partir de maintenant et jusqu'au 10 juin, aucun meeting électoral, aucun siège de parti, aucun homme politique ne se sentira en sécurité en Italie, chacun attendant dans la crainte le prochain objectif de l'organisation terroriste. C'est dire si les dizaines d'arrestations qui ont fait grand bruit ces derniers temps, notamment dans les milieux de gauche de l'université de Padoue, paraissent dérisoires. Quant à la réorganisation des services de police, elle demeure inefficace face à quelques poignées de terroristes qui vont continuer de toute évidence à faire trembler l'Italie. Le pays, certes, s'est habitué aux attentats quotidiens et les assimile même avec un étonnant fatalisme, mais il faut se demander comment réagiront les Italiens lorsque l'escalade impunie de la violence aura été trop loin. En Grande-Bretagne, aucun incident, heureusement, à signaler depuis le début du scrutin à 7 heures ce matin. Les électeurs britanniques ont jusqu'à 22 heures pour voter. La journée n'est pas chômée, je vous le rappelle, et on vote avant de partir au travail ou en revenant. Les résultats ne seront connus que demain dans la matinée, mais dès cette nuit, nous aurons ce qu'on appelle des fourchettes sur les possibles résultats. Les derniers sondages, en tout cas, semblaient donner les conservateurs légèrement favoris. Les Anglais votent aujourd'hui jusqu'à 10 heures du soir. 41 millions de sujets du Royaume-Uni vont aux urnes, à l'exception de la reine, de la famille royale et des membres de la Chambre des Lords. Il y a eu des files d'attente, cela ne s'était jamais vu. Les bookmakers ont glané 3 millions de livres, cela ne fait pas loin de 30 millions de nos francs. Ils donnent Margaret Thatcher, leader des conservateurs, gagnante. À la bourse, l'indicateur de tendance a gagné aujourd'hui près de 10 points. Les sondages, il y en a encore aujourd'hui, donnent aussi Mme Thatcher en tête avec 20 à 60 sièges d'avance. La presse de ce soir chante presque sa victoire. Quand elle vient de dire « Je ne compte pas mes poulets avant qu'ils n'éclosent ». Elle a raison d'être prudente, car en 1970, c'est le parti donné perdant par les sondages qui a gagné. La BBC et la télévision privée vont diffuser les résultats pratiquement toutes les nuits. Il est raisonnable de penser que l'on sera fixé demain en fin de matinée. La journée politique à Paris, en tout cas à l'Élysée et à l'Assemblée nationale, était entièrement placée sous le signe de la politique étrangère de la France. D'une part,
le président de la République a reçu toute la journée les leaders politiques pour leur parler de ses conversations récentes avec M. Brejnev et les autres dirigeants soviétiques. D'autre part, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat de politique étrangère. Cependant, et c'était sans doute inévitable, les entretiens de l'Élysée ont eu des retombées encore floues sur les tensions politiques internes. Et d'abord parce que François Mitterrand est venu avec une délégation socialiste au rendez-vous de l'Élysée. Un rendez-vous que Georges Marchais avait refusé. Les entretiens de l'Élysée avaient commencé au petit déjeuner avec les présidents des commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc Maurice Couve de Murville et Jean-Luc Canuet, puis c'étaient les présidents des groupes de la majorité des deux chambres, Claude Labbé et Roger Chinot pour l'Assemblée, Adolphe Chauvin et Marc Jacquet pour le Sénat. Aucun de ces visiteurs n'a levé le secret sur ce que leur avait dit le président de la République. Enfin, en début d'après-midi, c'était une conversation d'1 heure entre M. Giscard d'Estaing et François Mitterrand, accompagné notamment du numéro 2 du Parti socialiste, Lionel Jospin. Sur le perron, François Mitterrand commençait à confier aux journalistes qu'il avait été question de la détente, de la coexistence et de la sécurité collective, quand l'arrivée du Premier ministre mauritanien pour une audience chez le président provoqua une bousculade. M. Mitterrand, submergé par les micros, préféra alors donner rendez-vous en fin d'après-midi au siège du Parti socialiste aux journalistes pour son commentaire sur cette visite, commentaire que vous allez entendre maintenant. J'ai l'occasion de recevoir la presse au Parti socialiste. Oui, ça vaut mieux. Il n'y a pas eu le moindre mot touchant à la politique intérieure, sinon qu'à la fin de notre entretien, j'ai précisément cru devoir souligner que l'objet même de cet entretien, les relations franco-soviétiques, se suffisait à lui-même, mais que en toute autre circonstance et sur tout autre sujet, le Parti socialiste ne manquerait pas de faire valoir ses objections à la politique du gouvernement et à celle du président de la République. Mais enfin, obéissons aux lois du genre. Lorsqu'il s'agit de représenter les intérêts de la France par rapport à l'un des plus puissants pays du monde, auquel nous lie toute une histoire, et qui représente un facteur essentiel de la paix aujourd'hui et demain, je pense que ce sujet suffit à remplir une bonne heure. En tirer la conséquence qu'il y aurait, comme vous venez de le faire, comme une sorte de détente dans les relations entre le président de la République, j'ai failli dire le président de l'UDF ou le meneur de la liste Barr-Veil. Bien entendu, ce n'était pas le sujet de la conversation, mais nul ne pouvait se méprendre parmi ceux qui s'entretenaient de politique étrangère dans le cadre fixé de relations que l'on doit avoir dans une démocratie, dès lors qu'il s'agit des intérêts fondamentaux d'un pays qui nous est commun. Pour le reste, comment imaginer la moindre confusion? Tandis que François Mitterrand était à l'Élysée, une autre personnalité socialiste, Gaston Defferre, rencontrait le Premier ministre Raymond Barre à l'hôtel Matignon pour lui remettre un mémorandum socialiste en 15 points sur l'organisation de la campagne pour les élections européennes. Les propositions socialistes concernaient l'organisation d'émissions et de débats à la radio-télévision. Des émissions vivantes et pédagogiques, précisait Gaston Defferre, de véritables débats sur des sujets concrets et déterminants pour l'avenir. Et il réclamait aussi une campagne officielle strictement équilibrée, ainsi que la publication et le contrôle des dépenses électorales des partis politiques. Alors après cet entretien avec le Premier ministre, Gaston Defferre s'est montré désabusé. Nous avons pris date et nous allons voir comment les choses se passent pendant la campagne électorale et après la campagne électorale. Nous pourrons faire une sorte de tableau pour comparer ce qui aura été fait par rapport à ce que nous avions demandé. Et nous pourrons dire au gouvernement qu'il ne s'est pas comporté d'une façon démocratique, car je ne doute pas que cette fois-ci, plus que dans le passé, le gouvernement accepte de respecter les droits de l'opposition. Je suis convaincu qu'il ne les respectera pas davantage aujourd'hui qu'hier. Olivier Guichard, toujours considéré comme l'un des barons du gaullisme, avait convié par lettre une soixantaine de députés RPR à venir parler avec lui, en réunion privée, des élections européennes et des problèmes que posait au groupe la stratégie très offensive de Jacques Chirac.
26 députés sur les 60 qui avaient été invités sont venus à cette réunion, en se défendant d'ailleurs de vouloir participer à une opération fractionniste. C'est Robert Poujade, député de la Côte d'Or et ancien ministre, qui a fait remarquer, non sans humour, et même avec beaucoup d'humour, qu'au-dessous de 43 participants, une réunion n'était pas subversive. Allusion évidente à l'initiative de Jacques Chirac de réunir 43 députés UDR en 1974 en faveur de M. Giscard d'Estaing et non de M. Chaban-Delmas à l'époque. Vous allez entendre les explications d'Olivier Guichard sur cette réunion, puis l'opinion de Claude Labbé, bras droit de Jacques Chirac, opinion donnée aux journalistes après sa visite à l'Élysée. D'abord Olivier Guichard. Monsieur le ministre, certains de vos amis au APR vous accusent d'être un fractionniste. Que répondez-vous à cela? Bien, écoutez, j'ai pris soin, en invitant quelques amis ce matin à venir discuter autour d'un verre chez moi, de les prévenir qu'il ne saurait s'agir de quelque entreprise fractionniste. Je suis depuis toujours, et je l'ai prouvé, croyez-moi, très attaché à l'unité du groupe. Mais je pense aussi qu'il n'est pas mauvais qu'on puisse de temps en temps discuter ensemble. Et comme beaucoup de collègues m'avaient suggéré de le faire, nous sommes réunis avec quelques-uns, et nous pourrons nous réunir à quelques autres du reste, pour discuter des problèmes de la politique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une manifestation, c'était une invitation à laquelle j'espérais garder un caractère secret. Et je vous avoue que comme cette réunion n'a donné lieu à aucun communiqué, je ne comptais pas répondre à vos questions si de mauvaises intentions de ma part n'avaient été évoquées par d'autres. Monsieur Labbé, que pensez-vous de l'initiative d'Olivier Guichard? Ah, j'en pense le plus grand mal. Je l'ai d'ailleurs dit, car je crois que toute opération fractionniste, même si elle ne part pas de mauvaises intentions, correspond à une espèce de confusion dans l'opinion publique qui est de toute façon détestable. Et en fait, ce genre de manifestations se retourne toujours contre ceux qui les organisent. Voilà, Claude Labbé n'a pas commenté le fait que Jacques Chirac n'ait pas été convié à l'Élysée. D'autre part, Jacques Chirac, rentré aujourd'hui du Canada, n'a pas commenté non plus la réunion organisée par Olivier Guichard. Pour boucler la boucle sur la politique et les élections européennes, je citerai encore ce propos de Raymond Barre devant l'Association internationale des anciens des communautés européennes. Oui, ça existe. Il a souhaité, le Premier ministre, que les Français sachent s'élever au-dessus des débats médiocres et subalternes pendant la campagne. Et ici, un sondage Sofres, qui paraîtra dans le Figaro de demain matin. Il concerne les intentions de vote, bien sûr, et on y voit les tendances s'affirmer pour les élections européennes. La liste de Simone Veil obtient 30% des voix, enfin des intentions de vote, 4 points de plus qu'il y a 15 jours. La liste François Mitterrand, 26%. La liste Marchais, 19%. La liste Chirac, Debré, 17%, 3 points de moins par rapport au précédent sondage. À noter qu'il y a encore 33% d'indécis, dont 39% de sympathisants RPR. À l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères, Jean-François Poncet, a donc engagé cet après-midi le débat de politique étrangère. Un débat sans vote, je le précise. Jean-François Poncet a rappelé quels étaient les 4 piliers de la politique extérieure de la France: maintenir la paix en dépit de la multiplication des foyers de tension dans le monde, faire prévaloir la coopération sur l'affrontement dans les relations économiques internationales, organiser l'Europe, ça on le sait, assurer le rayonnement d'une France indépendante et généreuse. Bien entendu, avant tout, la détente reste la clé de la paix. Par ailleurs, en ce qui concerne le Proche-Orient, la France n'est ni hostile ni opposée à l'accord de paix entre l'Égypte et Israël. Simplement, on fait remarquer, une fois de plus, que cela n'aboutira pas forcément au règlement global indispensable, notamment pour l'avenir du peuple palestinien. Et en ce qui concerne l'Iran, la France, qui ne regrette certainement pas d'avoir accueilli l'ayatollah Khomeini sur son territoire, déplore tout de même les excès de la révolution. Mais dans le discours de Jean-François Poncet, il y avait surtout l'Europe. Une trentaine d'interventions étaient prévues dans ce débat, dont Jacques Hébert nous rend compte. À 5 semaines des élections européennes, à quoi donc peut bien penser un député si ce n'est à l'Europe? Et sur ce thème, le dialogue de sourds engagé depuis quelques mois a continué cet après-midi dans l'hémicycle, parfois devant seulement une vingtaine de députés. Il y a d'un côté le ministre des Affaires étrangères qui fixe comme objectif prioritaire l'organisation de l'Europe pour surmonter la crise économique. S'adressant indirectement à Jacques Chirac, mais aussi à Michel Debré, Jean-François Poncet aura cette phrase: « La fermeté n'exige pas l'éclat, pourquoi dire que là où il n'y a ni fracas, ni porte claquée, ni chaise abandonnée, il y aurait obligatoirement complaisance, faiblesse et renoncement ».
C'est ensuite Maurice Couve de Murville qui, pour le RPR, répète qu'il y a toujours deux façons de lire un traité, notamment le traité de Rome. Maurice Couve de Murville regrettera, et ceci est aussi adressé à Jacques Chirac, que tout tourne à une détestable affaire de politique intérieure. Pour les communistes, c'est Maxime Grémetz qui déclare que le gouvernement entraîne le pays vers le déclin dans un empire germano-américain. Pour l'UDF, c'est René Feit qui appellera à la vigilance du gouvernement tout en se prononçant favorablement pour l'élargissement de la communauté. Enfin, c'est pour les socialistes Jean-Pierre Cotte qui donne trois définitions: l'Europe des marchands, celle du gouvernement; l'Europe des nationalistes, celle du RPR et du Parti communiste; et l'Europe des travailleurs, celle du Parti socialiste. Le débat doit se poursuivre tard dans la nuit. Je vous rappelle qu'il ne sera pas sanctionné par un vote. Il est devenu impossible de parler de politique étrangère, de politique internationale, sans discuter de la crise de l'énergie et du pétrole. Et en France, le problème a été aussi évoqué plusieurs fois à l'Assemblée nationale ces temps-ci. M. Giraud répète aussi depuis plusieurs semaines qu'il n'est pas question d'instituer un rationnement en France. Le ministre reconnaît néanmoins qu'il existe des difficultés de livraison sur le gazole, notamment en ce moment dans le sud-ouest. En revanche, aux États-Unis, les Américains commencent, eux, à souffrir d'une relative pénurie de carburant. Je dis bien relative. De plus, les pompistes américains ont décidé une grève dans 15 jours, pendant tout le week-end, pour obtenir une augmentation de leurs tarifs. Le point, alors, sur le problème de l'essence aux États-Unis, avec Emmanuel Delataille. Imaginez en France que l'on parle de tickets de rationnement, ce serait la panique et la ruée sur les pompes. Paradoxalement, il n'en est rien aux États-Unis, le pays pourtant le plus glouton en carburant, quand le président Carter cherche à mobiliser ses compatriotes pour un plan d'urgence en cas de pénurie d'essence. Avec flegme, les Américains, aussi habitués aux contrariétés qu'au gaspillage, ne s'affolent pas en voyant les stations limiter les remplissages, le super encore à 90 centimes le litre, ou fermer le week-end. Les raisons de cette situation, la crise en Iran, où l'Amérique, à notre différence, se fournissait largement, a réduit l'approvisionnement mondial de 2%, alors que la consommation augmente de 4%. Il y a donc une légère pénurie de pétrole que les producteurs entretiennent pour faire monter les prix. Du coup, les grandes compagnies américaines qui cherchent à maintenir leur stock pour l'été ont réduit de 15 à 20% leur livraison, et les pompes répercutent aux clients qui roulent un peu moins. Le président Carter utilise cette menace de pénurie pour contraindre le Congrès d'adopter son programme d'économie d'énergie. Un programme qui nous concerne en France. Avec 7% de la population mondiale, l'Amérique consomme le tiers de l'or noir du monde, 3 fois plus par personne que l'Europe. Au moment où l'on peut s'attendre à quelques difficultés d'approvisionnement cet hiver, tout effort des Américains pour limiter leur consommation de pétrole en laisse un peu plus aux autres, donc à nous. Enfin, il faut l'espérer ainsi. Politique encore, politique et sport cette fois. Les rugbymen sud-africains ne viendront pas faire leur tournée en France à l'automne prochain. Ainsi en a décidé le gouvernement français, malgré l'avis contraire du comité des sports national. Jean-Pierre Soisson, le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'a dit ce matin. Nous ne pouvons pas adopter une politique qui nous couperait des pays africains. Et inutile de vous rappeler que l'Afrique du Sud est condamnée pour sa politique raciale. C'est pourquoi une réunion entre les représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports va très vite étudier les modalités qui vont empêcher, effectivement, la tournée des Springboks en France. Je vous propose d'écouter successivement Jean-Pierre Soisson, puis Lord Killanine, le président du Comité olympique international, venu à Paris pour une remise de prix de l'Académie des sports. Le gouvernement français juge inopportune la venue d'équipes d'Afrique du Sud en France. Il l'a déclaré à l'Assemblée nationale par la voix du ministre des Affaires étrangères, et il le réaffirme aujourd'hui par ma voix, et nous aurons à étudier les modalités dans lesquelles cette décision du gouvernement devra intervenir. J'ajoute que je ne souhaite pas que le mouvement sportif français se coupe du mouvement sportif international. Et c'est la raison pour laquelle j'attache aujourd'hui le plus grand prix à la visite du président du CIO en France. Dans l'affaire des rugbymen sud-africains, s'ils venaient en France, vraiment, il se pourrait que la France soit exclue des Jeux Olympiques? Eh bien, la question est que ça se peut. Toutes les choses sont possibles. Mais si, de mon point de vue, cette tournée, c'est inopportune à ce moment.
Oui, la tournée est inopportune en ce moment. Le comité olympique français, qui ne veut s'occuper que de sport, s'inclinera devant la décision politique. Mais Lord Killanene a dit également qu'à l'étranger, on qualifiait de raciste l'attitude des dirigeants qui encourageaient l'avenue des Springboks en France. Ces paroles n'ont pas plu, bien sûr, aux olympiques français, qui vont écrire au président du CIO pour préciser leur attitude et expliquer en particulier aux pays africains qu'elle n'a rien de raciste, et qui vont étendre leurs réflexions olympiennes pour éviter la politisation du mouvement sportif. Ils envisagent de proposer par exemple que les Jeux, pour rester à l'abri de toute influence, se déroulent en territoire neutre, quelque part en Grèce, pour faire revivre tous les 4 ans une véritable trêve olympique, comme dans l'Antiquité. Oui, une sorte de retour à la tradition, donc, une tradition qui, à l'époque de la Grèce qu'on vient d'évoquer, n'empêchait pas pour autant les conflits. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Oui, en Iran d'abord, où toute activité a été interrompue aujourd'hui. C'était la journée de deuil national à l'occasion des obsèques de l'ayatollah Motahari, le premier chef religieux assassiné depuis la Révolution. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilaient ce matin dans les rues de Téhéran. Les funérailles se sont d'ailleurs transformées en véritables manifestations anticommunistes. L'organisation extrémiste Forgan, qui a revendiqué cet attentat, a également menacé aujourd'hui de mort 4 autres collaborateurs de l'ayatollah Khomeini. Situation tendue à la frontière sino-vietnamienne où en 10 jours, 14 incidents armés ont opposé les forces des deux pays. Pékin menace de donner une nouvelle leçon au Vietnam. Hanoï accuse la Chine d'agression. Et d'ailleurs ce soir, le conflit sino-vietnamien sera au sommaire du magazine L'Événement à 21h30 avec un document exceptionnel. Le premier film chinois tourné pendant l'opération chinoise il y a 2 mois. Vous verrez également le témoignage de l'envoyé spécial de TF1, François Debray, qui revient de la frontière, où il a pu étudier la situation du côté chinois. Un autre document dans l'événement, il est signé Jean Bortolino à Nagadeh, en Iran. Il a été le seul témoin occidental des combats qui ont fait plus de 800 morts entre le 20 et le 25 avril dernier et qui opposaient les habitants d'origine turque aux Kurdes. Donc à 21h30 ce soir dans l'événement, le magazine de Henri-Marc Christian Bernadac et Julien Besançon. Le colonel Mohamed Ould Boussef, le Premier ministre mauritanien, est arrivé à Paris aujourd'hui pour une visite de 2 jours, cela à l'invitation de Raymond Barre, qui l'a rencontré cet après-midi, ainsi que le président de la République. C'est une prise de contact pour le nouveau gouvernement mauritanien. Au programme des discussions avec le président Valéry Giscard d'Estaing, les problèmes du Sahara occidental, bien sûr, et l'aide française à la Mauritanie pour assurer la défense contre les maquisards sahraouis. Élection européenne, le PSU a décidé de présenter sa propre liste. Elle est conduite par Huguette Bouchardot et Charles Piaget, le militant syndicaliste CFDT. La Ligue communiste révolutionnaire et Lutte ouvrière, ces deux organisations trotskistes, feront liste commune et elle sera conduite par Arlette Laguillet et Alain Krivine. Enfin, l'extrême droite, elle, se présentera sous le sigle l'Union française pour l'euro-droite des patries, et Jean-Marie Le Pen, Pascal Gauchon et Michel de Saint-Pierre ont dénoncé cet après-midi dans une conférence de presse le fameux barrage des 5% de la loi électorale qui est, selon eux, contraire à l'esprit même du scrutin proportionnel. À Fos-sur-Mer, une compagnie de CRS est intervenue en fin de matinée dans l'enceinte de l'usine sidérurgique Solmer pour libérer le directeur de l'usine qui était séquestré par des employés. L'intervention s'est déroulée sans incident. La majorité des sidérurgistes d'usineurs Longwy qui ont participé ce matin à la consultation organisée par le syndicat CGT ont décidé de poursuivre l'occupation de l'usine engagée vendredi dernier à la suite d'une grève à l'aciérie. Un millier environ d'employés sur les 7850 de l'entreprise ont participé à ce vote. Le travail clandestin, ça peut finir très mal, c'est le thème d'une campagne nationale contre le travail noir, lancée par le secrétariat d'État à la condition des travailleurs manuels. 500 000 affiches, des spots à la radio, à la télévision, vont s'efforcer de convaincre l'opinion de ce mal social que représente le travail noir en période de chômage. Les négociations sur les vols vacances vers les États-Unis ont abouti et Air France, dès cet été, va proposer des allers-retours de 1800 francs en basse saison, je parle pour New York, et 2000 francs en haute saison. Il faudra pour cela rester plus de 14 jours aux États-Unis et puis acheter le billet dès la réservation. À la suite des incidents qui ont marqué la fin de la manifestation du 1er mai à Paris, vous en souvenez, 5 jeunes gens comparaissaient aujourd'hui en flagrant délit cet après-midi, eh bien ils ont été mis en liberté et les débats sont renvoyés au 28 juin prochain. 400 millions de francs dissimulés au fisc, 33 inculpés, tous libres d'ailleurs, de nombreuses faillites, des escroqueries, 5 ans d'information judiciaire, voilà ce qui se juge depuis ce matin en correctionnel à Paris.
Les débats vont durer jusqu'en juillet. La vedette de ce procès, Samuel Flato Sharon, le député israélien qui sera jugé par défaut, comme plusieurs de ses complices. Flato Sharon a révélé aujourd'hui à l'agence France-Presse qu'il avait demandé à la France un sauf-conduit il y a quelque temps, lui permettant de se présenter lui-même à ce procès, mais qu'il n'a pas encore de réponse. Alors dans l'état actuel des choses, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, donc s'il venait en France, eh bien, il serait arrêté immédiatement. Un détenu tué, 4 blessés cet après-midi lors d'une tentative d'évasion de la prison de Fleury-Mérogis, la prison dans l'Essonne. C'est un complice venu de l'extérieur, déguisé en chauffeur-livreur, qui a fourni des armes aux détenus. Il y a eu bagarre avec les gendarmes qui ont rattrapé les fuyards, tuant l'un d'entre eux, blessant les 3 autres. Le complice, lui aussi, couchera dès ce soir en prison. Enfin, si vous avez joué au loto, pour gagner, il fallait jouer le 8, le 17, le 21, le 32, le 33 et le 36 avec un numéro complémentaire, le 23, comme vous l'avez sur votre écran. Le temps, eh bien, on grelotte toujours sur la moitié nord, mais c'est dans toute l'Europe, de Brest à Varsovie, d'Oslo à Vienne. Pourtant, Moscou est privilégié avec 22 degrés, et il fait plutôt beau dans l'Europe du Sud. Chez nous, en tout cas, les températures sont, comme on dit, bien basses pour la saison, comme vous pouvez en juger. Même chose demain, et il y aura encore des gelées dans l'intérieur. Le temps sera toujours aussi variable, avec peut-être une toute petite amélioration, mais toujours des averses, accompagnées de neige ou de grêle un peu partout. Les éclaircies les plus belles auront lieu le matin sur le sud-ouest et l'après-midi autour de la Méditerranée. Et encore des rafales de vent demain, à prévoir sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, Mistral également, bien installé dans le Midi. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité, le dernier journal avec Jacques Lenoir, en fin de programme, à 22h35. Merci. Thank you.